Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Emmanuelle Guillain. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Donc je vais peut-être te laisser te présenter, comme ça on va aller plus vite dans le vif du sujet. Moi c'est Emmanuelle, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants, 2 filles qui ont 4 et demi et 2 ans. Je suis en couple avec leur papa depuis 12 ans. Lui et moi, on s'est rencontrés au début de ma carrière, qui est très vite passé par Médecins sans frontières. Donc on s'est rencontrés sur le terrain au Congo. Il est médecin ? Il n'est pas médecin, non, il est logisticien. Okay. Il est spécialiste transport. Ça, je connais un peu. Voilà. Et puis, on est resté chez Médecins sans frontières pendant 6 ans. J'ai fait du terrain dans plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient pendant 6 ans. Et puis, je suis rentrée en Belgique en 2016. Puisque moi, je suis bruxelloise. J'ai fait mes études ici. J'ai fait une ingénieure de gestion à Solvay. J'ai commencé à travailler comme consultante pour une petite boîte familiale belge, flamande. Ça me tenait beaucoup à cœur d'ailleurs, de travailler en Flandre, qui m'a recrutée à la sortie de mes études. C'était les Golden Years, hein, où on devait signer 2 ans avant d'avoir terminé ses études. Enfin, on ne se posait pas trop de questions sur ce qu'on allait faire, quoi. C'était plus ou moins... Ça se faisait malgré nous. Oui, voilà. Et on se posait pas de questions non plus, du coup. Et j'ai commencé là-bas, et puis moi, j'ai perdu mon job avec les subprimes. Mon client, c'était une banque. Donc ça arrivait relativement naturellement, et dans la foulée je me suis fait larguer de mon mec de l'époque, et puis je me suis vraiment demandé, j'avais 24 ans. Super période. Ouais, c'était une top période. Mais en vrai, c'était une super période. Et ça m'a, en fait, ça m'a vraiment forcé à me dire, ça va être quoi ta vie, quoi. Okay. Oui, parce que jusqu'à maintenant, tu étais dans la suite Solvay, c'est le truc le plus généraliste. Ouais. Voilà. Alors, pour l'histoire aussi, moi, je connaissais pas du tout Solvay, donc je viens d'un milieu très modeste à Bruxelles, où on fait... Voilà, j'étais une des premières à faire l'université dans ma famille. C'est pas quelque chose, quoi. Et j'avais entendu parler de Solvay par hasard en faisant un tour sur une foire d'étudiants. Et c'était la seule école qui obligeait l'Erasmus. Et je me suis dit, je vais le prendre, comme ça mes parents pourraient pas me dire non. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi mes études. Okay. J'avais pas conscience de ce que c'était, ce que ça amenait. Et puis voilà, j'ai eu la chance de réussir. Et comme tu dis, quoi, on rentre dans le bazar, quoi, et on se pose plus de questions. Mais moi, là, t'as pas eu le choix. Quand t'as eu 23, 24, t'as dû te poser des questions. Ouais, exact. Et en fait, je sais pas, moi, je me suis très vite rendu compte que ça pouvait pas être ma vie, quoi. Attendre mes vacances, répondre à des conneries de process pour des clients, pour changer quoi, rien, avec zéro intention d'impact derrière, quoi. Et puis je suis partie à ce moment-là, donc j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis cassée. J'étais à Madagascar faire du bénévolat dans un orphelinat. Et là, j'ai rencontré des gens qui travaillaient pour Médecins sans frontières. Et puis je me suis dit, je ferais bien ce truc-là aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé là. Mais après 6 ans sur le terrain, c'était pour moi assez clair, une évidence qu'en fait, j'avais envie d'avoir de l'impact chez moi aussi. J'avais envie de pouvoir aider chez moi. Et à ce moment-là, j'ai un ex-collègue de Médecins sans frontières que je croise dans les bureaux un jour et que je dis, tu vas où maintenant ? Il me dit, je vais nulle part. Je lance ma start-up sociale ici à Bruxelles. Je dis, c'est quoi ton truc ? Et puis il m'explique Duo for a Job. Donc les premières
esquisses de ce que ce projet serait. Et là, je me dis, ouais, c'est pour moi, quoi, ce truc. Je vois le potentiel, c'est un truc de malade. On peut vraiment faire changer, bouger des lignes. Et je crois très, très fort, moi, à cette transmission, à l'intergénérationnel, au mentoring, au reverse mentoring. C'est quelque chose auquel... Juste pour expliquer en 2 mots ce que c'est que Duo for a Job, ouais. parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément... Oui, bien sûr. Donc, c'est une association qui met en contact des jeunes qui sont issus de l'immigration et qui cherchent un boulot avec des personnes qui ont plus de 50 ans qui vont leur aider dans leur démarche. Et donc, l'objectif, c'est pour ces jeunes qui n'ont pas de réseau, pas les codes, pour trouver un taf, c'est vraiment, en fait, se mettre en binôme avec quelqu'un qui va vraiment pouvoir leur apprendre à comment, qui contacter, enfin voilà, ouvrir leur carnet d'adresses, comment préparer un CV, comment préparer cette interview. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que ça fonctionne, puisqu'il y a vraiment une mise à l'emploi de ces jeunes. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est que tu as une vraie rencontre entre des générations et des cultures qui se côtoient pas, quoi. Oui, c'est une mixité. Une vraie mixité. Et c'est là qu'on se rend compte que la barrière du Canal à Bruxelles, c'est pas du jeu, quoi. On traverse pas son quartier, on change pas de quartier, on change pas de rue, quoi. Pour ceux qui sont pas familiers, il y a un canal qui traverse Bruxelles. D'un côté et de l'autre, c'est pas forcément le même monde. C'est ça. Le nord et le sud. Et donc, ça a été une super histoire. Moi, j'ai commencé là, il y avait pas de sous, hein, c'était une SBL, on commençait avec rien. J'ai commencé là en bénévole en 2013, et puis quand moi j'en suis partie en fin 2018, début 2019, c'était une boîte qui continue à grandir, quoi, qui est maintenant dans 4 pays différents. Il y a 70 employés, il y a des milliers de duos qui ont été organisés. Ils sont partout en France. Et donc ça a été mon premier vrai contact avec l'entrepreneuriat à impact, sur le coup. Et on a été soutenu à l'époque par la fondation Pulse. Et c'est comme ça que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et puis j'ai eu la chance que la fondation voit son management qui arrivait à terme de son mandat, et puis on est venu me proposer le boulot. Et puis dans un premier temps, moi je me suis demandé, mais franchement, l'entrepreneuriat, pourquoi j'irais soutenir un truc comme ça, quoi. Moi, j'avais fait de la santé publique plutôt. J'étais sur l'intégration sociale, la mise à l'emploi. Mais pourquoi l'entrepreneuriat, quoi? Parce qu'à mes yeux, c'était tous des petits produits de Solvay. Et de ce que j'en avais vu, j'avais pas l'impression que c'était un public qui en avait besoin. Donc le but de la Fondation Pulse, c'est de soutenir l'entrepreneuriat. Ouais. Et en effet, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est présenté comme ça, et c'est comme ça que j'ai accepté le challenge. Hein. C'était l'entrepreneuriat parce que premier moteur économique, créateur de valeur, créateur d'emplois. Et même si, évidemment, à ce moment-là, on pouvait me le dire avec les chiffres et me le prouver par A plus B qu'en effet, si on n'a pas d'entrepreneur, on n'a juste pas de job, quoi. Je sais pas, je me sentais pas appelée dans un premier temps en me disant, c'est un peu loin de où j'avais l'impression de pouvoir avoir de l'impact. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on va essayer. Le challenge m'attire. Et j'ai commencé, et donc on m'a vraiment offert cette chance parce que j'avais jamais fait ce boulot-là. Et le board m'a fait confiance pour démarrer ce truc-là en me disant, voilà, t'as un peu carte blanche, tu nous dis où on va, quoi. J'ai commencé début 2020. Ça t'a fait peur? Ah ouais, complètement. Je savais pas quoi faire, quoi. Franchement, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, le syndrome de l'imposteur, big time, quoi. En plus, pour l'histoire, moi, j'avais postulé. On m'avait proposé de venir à cette interview, et j'avais ma première fille dormait pas, et donc j'étais à bout
Et donc, moi, je me dis, mais je vais pas je continue pas à se rendre d'interview. Je suis juste pas capable mentalement de le faire pour le moment. J'ai pas de bande passante. Et la recruteuse, qui est une femme exceptionnelle, et je pense que ça a tout changé que ce soit une femme, parce qu'un homme me l'aurait pas dit, parce que juste pas les mêmes biais, quoi. A finalement passé tout mon round d'interview à me convaincre et à m'expliquer comment faire dormir mon enfant, quoi. Et donc ça a été la converse. Et puis à la fin, elle m'a dit, mais tu veux bien quand même rencontrer le board? Et je dis, ok, ça va, on va le faire. Et donc moi, j'ai commencé à la fondation en début 2020 et ça a été... En fait, pour moi, le Covid, ça a été une super opportunité, quoi, parce que... Tu as commencé et puis le moment... Ouais. Ouais. Mais c'est là où, en fait, ça m'a... moi, ça a été une révélation pour moi, du coup, le milieu entrepreneurial et l'importance des entrepreneurs et ce que les entrepreneurs vivaient. Et en fait, c'est quand tu rencontres... Ça a toujours été finalement ce qui est déclencheur chez moi, probablement, mais c'est quand tu rencontres des personnes en situation de crise, en situation de difficulté, c'est là où tu vois vraiment l'homme ou la femme qui est derrière et où tu découvres toute sa richesse, quoi. Et quand le Covid est arrivé, ça a été une évidence pour la fondation de se dire, on n'est pas actif sur la deuxième chance, on n'est pas actif sur l'entrepreneuriat en difficulté. On peut pas laisser passer ce truc qui est en train de se passer et qui fait des victimes économiques dont les premiers types sont des entrepreneurs. On peut pas être inactif par rapport à ça. Et donc, ça a bien collé en fait avec mes valeurs et ma manière d'opérer qui était dans l'urgence. Donc, j'ai plutôt fait de l'urgence, quoi, avec MSF. Et c'était le perfect match, quoi. Il fallait que je trouve une réponse d'urgence, quoi, dans une situation de crise. Et là, très vite, on s'est dit, il y a rien, donc on travaille évidemment beaucoup avec les gouvernements, hein, donc une grosse partie de notre travail, c'est de travailler avec les institutions, les partis, les régions, enfin les autorités en charge de l'entrepreneuriat pour voir comment est-ce qu'on peut faire optimiser le partenariat public-privé, quoi. Et là, on s'est dit, en effet, sur l'entrepreneuriat en difficulté, il y a énormément de choses qui sont en train d'être mises en place. On n'avait pas trop de vision sur où est-ce que ça allait aller, tout ça. Mais par contre, là où on savait qu'il n'y avait rien, c'était sur le post-fate. Une fois que l'entrepreneur n'est plus un entrepreneur, quand l'entrepreneur a remis les clés de sa boîte au curateur et qu'il n'a plus rien, ça reste un entrepreneur, mais qui s'occupe de lui? Et en fait, il n'y a personne qui s'occupe de lui. Et pourtant, c'est des moments de vie... Très durs. Ouais, les plus compliqués qu'on puisse rencontrer, parce qu'en plus, ils isolent énormément. Et du coup, on s'est dit, alors là, il y a vraiment un endroit où on peut nous être. Et on a, logiquement, plutôt que de réinventer la roue, on a été regarder ce qui se passait dans les autres pays sur cette problématique-là. Et il y a très vite une association française qui s'appelle 60 000 rebonds, qui nous a vraiment parlé comme étant quelque chose qui pouvait absolument être réplicable en Belgique. Et 60 000 rebonds nous a complètement accueillis, nous a donné son IP, et en 6 mois, on était prêts et on lançait ce programme. Et il y a eu une vraie... c'était très, très beau, en fait, parce qu'il y a eu une vraie solidarité entre... puisque le programme, en fait, comment il s'organise, ce sont des entrepreneurs donc, qui ont, par définition, ont fait faillite, ou en tout cas, ont dû cesser leur activité pour des raisons économiques, et qui sont accompagnés par des coachs professionnels et des mentors qui sont en général eux-mêmes entrepreneurs. Et donc, c'est un trio qui s'organise autour du deuil que l'entrepreneur doit effectuer dans ce moment de vie-là, et de l'après. Comment est-ce qu'on prépare l'après? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, c'est évidemment, quoi. C'est la valorisation des compétences. C'est est-ce que tu te revois faire entrepreneur? Est-ce que tu te vois un autre chemin? Est-ce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'était vraiment pour toi? Et donc, il y a ce trio qui fonctionne ensemble pendant une période de 12 à 18 mois et qui ramène l'entrepreneur vers son juste chemin, quoi. Et évidemment, nous, derrière, on a toute l'importance de
de l'homme ou la femme et de son bien-être et de le remettre sur les rails. Mais on a évidemment aussi tout l'objectif de faire du recyclage entrepreneur, quoi. C'est juste pas OK qu'un entrepreneur aujourd'hui qui stôle, il ait juste pas droit à la deuxième chance, alors que c'est justement des gens qui acquièrent des compétences. Oui, voilà. Au moins il refera pas l'erreur. Voilà. A priori. Après, mais c'est un fait, quoi. Donc Oui. il y a 5 fois moins de chances pour un entrepreneur de refaire faillite, quoi. Donc c'est une aberration, en fait. C'est complètement antinomique de pas redonner une chance à quelqu'un. Et nous, il y a déjà tellement peu d'entrepreneurs en Belgique, il y a tellement de personnes qui n'osent pas entreprendre, que ceux qui osent, il faut les garder, quoi. Il faut trouver un moyen de les remettre en selle et leur dire, OK, c'est pas grave, quoi. C'est juste une étape. Et donc ça, c'était 2020. Et moi, c'est à ce moment-là où et c'est comme ça que je termine sur finalement mon parcours, et ce qui m'a amené là, ça m'a vraiment ouvert, en fait, à toutes les étapes de l'entrepreneuriat, les mindsets, la magie qui s'opère, en fait, chez un entrepreneur qui décide un jour de créer, et toutes les embûches qu'il doit relever. Et ça, je le vois au travers nos programmes qu'on a en interne et des programmes qu'on soutient. Donc, puisque nous, une grosse partie de notre activité, c'est de soutenir des ASBL qui aident l'entrepreneuriat. Okay. Et on le voit et on l'entend, quoi. 8 entrepreneurs sur 10, ils font pas ça en se disant qu'un jour ils vont tirer le jackpot, et ils vont pouvoir se la couler douce sur un yacht quelque part aux Bahamas, quoi. Ils le font parce qu'ils ont un vrai désir d'impact, ils ont vraiment envie de changer, et peu importe, hein, que ce soit changer leur quartier parce qu'ils apportent le produit que leur voisin a besoin, parce qu'ils apportent la solution, parce qu'ils apportent l'artisanat local, ou que ce soit changer parce qu'on fait une énorme start-up à impact, ou que ce soit parce qu'on crée des emplois qui soient justes, qui soient un employeur juste, qui permettent de rendre les gens épanouis dans leur boulot. Ça n'a pas d'importance. Enfin, l'impact peut juste se créer de plein de manières différentes. Mais c'est quand même le drive primaire, quoi. Mm-hmm. Et ça, pour moi, ça a été... c'était vraiment une révélation, quoi. C'était... putain, si vous me parlez d'expression, ces gens, on devrait tous être comme eux, quoi. On devrait tous pouvoir avoir ce truc qui nous oblige à sortir de notre zone de confort, à aller chercher plus loin, à aller créer des choses, à aller créer des solutions. Et comment c'est possible qu'on les aide pas, quoi? Comment c'est possible qu'alors que franchement, ils tirent tout, ils tirent l'innovation, ils tirent l'économie, comment c'est possible qu'on reste, nous, à littéralement, et ça, franchement, pour en parler avec les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, tous diront, c'est quoi votre premier frein? C'est quoi le plus gros frein? C'est l'administration. Je confirme. Oui. Non, mais c'est incroyable, quoi. Et ça va du raccordement d'eau à genre s'enregistrer son numéro de TVA, et puis ça coûte 2500 balles d'aller chez le notaire, et puis on ne sait pas c'est quoi, est-ce qu'on doit être en personne physique, est-ce qu'on doit être en entreprise, qu'est-ce qui est bon, il y a des comptables, est-ce qu'on doit avoir un comptable ou pas, enfin, c'est ultra compliqué, quoi, alors qu'il y a des pays où, genre comme l'Estonie, on va en 24 heures sur Internet, c'est ficelé. Ici... Oui, et puis même si tu as essayé un truc, tu as fait ça sur une société, tu dois la liquider, ça te coûte plus cher que la créer. Oui, complètement. Non, mais bon, il n'y a rien dans la boîte, elle est à zéro, à l'équilibre, tout. Ouais, c'est 2000 balles, je crois. Ouais. Je veux la fermer, plus rien que les frais de notaire, les trucs, facilement à 3000 €. Ouais. Ridicule. Et franchement, quelle est la valeur ajoutée? Alors, je ne parle pas du métier de notaire, je ne suis pas en train de discuter la valeur ajoutée du métier de notaire, mais dans le processus de création d'entreprise, quelle est la valeur ajoutée d'un notaire? Oui. Voilà. Et donc voilà, donc c'est un peu le pulse, on travaille sur ça, on travaille à... rendre plus accessible l'entrepreneuriat, le rendre désirable, et faire en sorte que toute personne puisse s'épanouir à la hauteur de ses ambitions dans ce qu'il aura choisi comme métier et souvent comme projet de vie, quoi. Mm-hmm. Oui, il y a une mission sociétale aussi, donc humaine,
d'épanouissement personnel. Absolument. C'est à la fois aider la société à pouvoir bouger indirectement, parce que si ces personnes se bougent autour d'eux, ça bouge. Mais si en plus, du coup, ils font ça en s'épanouissant, c'est coup double. Bah oui. Juste pour revenir sur votre projet qui est de recyclage d'entrepreneurs, ça s'appelle Revival, c'est ça? C'est ça, Revival. Revival, je ne sais pas comment vous le dites. Revival, c'est ça. Revival, oui. si vous le dites à l'anglaise. Qu'est-ce qui seraient vos principaux achievements, vos principaux impacts? Comment est-ce qu'on peut les mesurer? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce que vous faites? Alors, c'est probablement c'est cette position que moi j'avais alors que j'ai choisi quand même d'accepter le boulot, quoi, de me laisser convaincre que l'entrepreneuriat c'était important. C'est quelque chose que je rencontre de manière globale. Des philanthropes, et puisque la Fondation Pulse, c'est une fondation soutenue par des familles philanthropes, souvent entrepreneuriales, quoi, passées entrepreneuriales. Merci à eux. Mais quand on essaye, d'agrandir notre base de famille, de faire en sorte qu'il y ait un rassemblement, alors évidemment pour des besoins financiers et de croissance, mais aussi pour des raisons d'idéologie, quoi. Nous, nos grandes familles, celles qui font tourner l'économie, c'est des familles qui ont été entrepreneuriales, qui sont aussi. alors dans le Nord, elles sont souvent plutôt à la deuxième, parfois troisième, mais souvent première génération même. Dans le Sud, dans la partie francophone, on est sur des générations plus anciennes. Mais c'est eux qui font tourner le bazar, quoi. Et quand on va dans d'autres familles pour essayer, de mobiliser autour de cette importance et finalement de ce qui a créé leur raison d'être en tant que famille, souvent on nous dit, je vois pas trop pourquoi. Ça paraît une évidence d'aller soutenir la pauvreté, ça paraît une évidence d'aller soutenir la maladie. Et c'est vrai que, se dire qu'on aide autant de personnes sans toi, ça a un aspect plus appealing selon notre critère de ce qui devrait être soutenu ou pas. Mais en réalité, travailler sur l'entrepreneuriat, c'est travailler sur l'entièreté de ces problématiques. Oui, c'est ça. En fait, on bouche les trous quand on fait C'est ça. Quand on aide, par exemple, la pauvreté ou autre, alors qu'en fait, on pourrait simplement créer un nouveau bateau plus beau. C'est ça, correct. Et c'est pour revenir à la question, nous, mesurer notre impact, alors on peut le faire, c'est un exercice d'ailleurs que plein de fondations font, et c'est ultra compliqué, quoi, parce que les associations qu'on soutient essayent de mesurer leur impact. Nous, on a un impact différent en tant que fondation. Enfin, c'est des gros sujets dont on essaie d'ailleurs de s'inspirer beaucoup des fonds d'investissement qui tendent de plus en plus à avoir des responsabilités d'impact. Et donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer, nous, en tant que fondation philanthropique, de sociétés d'investissement, dans leurs résultats sociaux et sociétaux. Mais oui, alors on a nos KPIs, on peut se dire, on a aidé autant d'entrepreneurs directement, on a aidé autant d'associations. Et nous, notre conviction au niveau de la fondation, il y a 3 choses. La première chose, c'est que donner de l'argent, c'est top à des associations, mais c'est pas suffisant. Et donc, on n'est pas équipé, on n'est pas une fondation qui peut faire de la venture philanthropie, comme on dit. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est de la smart philanthropie. Et donc, on va vraiment... Et donc là, on est en train de créer un accélérateur pour les associations afin de leur permettre, elles aussi, de croître, de scaler leur business, pour parler en termes for profit, de scaler leur business et de vraiment grandir et en tant que leader et en tant qu'organisation, et de faire en sorte qu'il y ait une espèce de meilleure collaboration dans l'écosystème, qui est en Belgique ultra complexe, puisque l'entrepreneuriat est une compétence régionale. Donc les règles en Flandre, en Bruxelles ou en Wallonie sont absolument pas les mêmes. Et les écosystèmes ne s'organisent absolument pas de la même manière. Et donc, nous,
on a un positionnement national, ce qui nous donne une force très particulière de pouvoir regarder ce qui se passe à 360 degrés en Belgique et de pouvoir essayer d'inspirer, créer des ponts, voir où des choses peuvent se faire. Donc nous, on agit surtout aux côtés des entrepreneurs pour s'assurer que leur business à eux croît. La deuxième chose sur laquelle on mesurerait notre impact, c'est évidemment auprès de nos entrepreneurs avec lesquels on est en direct. Donc, Revival, typiquement. Et là, nous, nos meilleurs indicateurs d'impact, le premier, c'est le temps de remise à l'emploi. Donc, la littérature dit qu'en Belgique, il faut entre 5 et 10 ans pour un entrepreneur pour se remettre aan de slag, comme on dit, au travail, mais dans une position pas alimentaire, mais vraiment épanouissante. Et nous, en fait, notre ambition, c'est d'arriver à ce qu'ils arrivent à faire en France, c'est-à-dire diminuer ce temps à 12 mois. Donc, on crée énormément de valeur, évidemment, pour la société, puisqu'un entrepreneur crée de facto de la valeur. Et donc, si on le remet en selle plus rapidement, il créera plus vite de la valeur. La deuxième chose sur laquelle on cherche à avoir de l'impact avec le programme Revival, c'est de manière beaucoup plus générale la peur de l'échec. C'est l'appréhension de l'échec, puisque un Belge sur deux, ça c'était les chiffres en 2018, mais je serais assez convaincue que ça n'a pas changé drastiquement. Un Belge sur deux décide de ne pas entreprendre par peur de l'échec. Et donc mais de manière globale, l'échec scolaire, c'est un souci qui ne devrait pas en être un. Donc nous, on essaye vraiment de changer cette perspective sur l'erreur dans le processus d'innovation et l'erreur dans le processus entrepreneurial. Et c'est pour ça qu'on lance, d'ici peu, on lance les Fuck Up Nights en Belgique, en Belgique francophone et à Bruxelles. Et le principe, en fait, c'est, je ne sais pas si tu connais. Non, mais je transmettrai l'invitation. Voilà, merci. C'est les TEDx de l'échec, grosso modo. C'est des gens qui viennent pitcher où ils ont merdé, quoi. Et c'est de le faire sous forme de célébration, où on vient, voilà, c'est... on normalise, quoi. Voilà, on normalise le truc j'ai merdé, ce qui le dire, quoi. Et donc ça, c'est pour notre projet Revival. Et puis alors, on a un autre projet en interne qui s'appelle Beyond, et qui là se focalise sur les entrepreneurs en phase d'internationalisation. Donc, c'est des boîtes qui ont quand même déjà une certaine maturité, qui ont plus d'une dizaine d'employés, qui ont quelques millions de turnover, qui regardent vraiment à s'internationaliser. Et la raison, et nous, l'impact là qu'on souhaite avoir, c'est des nouvelles générations d'entrepreneurs qui créent un jecteron, bien sûr, comme ça se fait, hein. Ils appellent ça les mafias, quoi, en Israël, en France. Ça commence aussi des entrepreneurs qui réinvestissent dans l'économie française, qui deviennent eux-mêmes investisseurs d'autres startups. Voilà, donc il y a tout un élan entrepreneurial qui se met en route. Et la deuxième chose qu'on essaie de créer sont des rôles modèles. Et pour nous, c'est essentiel parce que, moi, c'est ma perception. Il y a très peu de problèmes sociétaux non médicaux qui peuvent pas se répondre au travers d'un accompagnement personnalisé et ou d'un rôle modèle dans sa vie. Et le fait d'avoir des rôles modèles, des entrepreneurs qui réussissent, qui montrent l'exemple, qui montrent autant la réussite que la vulnérabilité, hein. On veut pas des rôles modèles tout policiers, ça n'a aucun intérêt. On veut des hommes et des femmes qui prennent leurs rôles sociétaux. Et donc, c'est vrai qu'on est vachement exigeant envers ces entrepreneurs aussi, parce que, bien sûr, on les aide, et ce programme est gratuit, et c'est un des seuls programmes gratuits en Belgique. On ne prend pas d'equity, tout le monde nous dit toujours c'est quoi le catch, où est le piège. Il n'y a pas de piège, quoi. C'est les familles qui décident de réinvestir dans des entrepreneurs qui ont what it takes de devenir les nouvelles familles entrepreneuriales en Belgique, parce que ces familles sont convaincues, à juste titre, de leur impact sur l'économie belge. Et donc, c'est vraiment genre du pay forward. Et c'est ça qu'on attend des entrepreneurs. Chez nous, c'est le pay forward. Et on crée et on accompagne ces entrepreneurs à réfléchir
On les accompagne évidemment aussi d'une manière très méthodologique et relationnelle, enfin voilà, autour de leur business, et c'est ça. Mais nous, notre enjeu, c'est de créer cette nouvelle génération d'entrepreneurs et de familles entrepreneuriales. Intéressant. Voilà. Et puis la dernière chose qu'on fait, c'est on travaille beaucoup, comme je disais, avec les institutions politiques pour faire changer les lignes. Donc on a cette particularité d'être neutre, d'être apolitique, d'être privé. On n'a pas des agendas comme l'avocat ou les chambres de commerce. On est des entrepreneurs sociaux. On a une équipe multilingue, hyper dédiée. Et donc, on commence à avoir une seat at the table, comme on dit, et de l'intérêt sur c'est quoi nos visions. Et par exemple, il y a des conneries, mais la majorité de nos personnalités politiques ou de leurs administrations, évidemment, sont plus au courant ou ignorent, certains processus qui sont absolument désuets dans les codes, dans les articles de loi, autour de l'entrepreneuriat. Et donc, nous, notre point, c'est de dire, ouais, mais attends, tu vois, le fait que tu doives, quand tu décides de recréer, de relancer ta boîte et que tu as le même numéro de TVA, quand tu recommences ta boîte, oui. Ça va pas marcher, quoi. Tu vas te faire rayer, tu vas pas retrouver de clients ni de fournisseurs. Donc, ça tue le truc, quoi. Et donc, nous, on bosse avec les différents partis, différents cabinets pour essayer d'amener des solutions par rapport à ça. Eh bien, tu es passionnée et passionnante. Merci. J'aimerais, comme le temps est restreint, j'aimerais enchaîner sur une autre partie un petit peu. C'est plus forte de ce que toi tu vois avec les entrepreneurs que vous accompagnez. Est-ce que tu pourrais me donner quelques bonnes pratiques sur ce qui fait qu'un entrepreneur réussit on va pas rentrer dans la définition de ce que c'est réussir, et voilà, mais est-ce que ça marche et qu'il arrive à s'épanouir et à avancer. Tu vois, quelques tips ou... Ouais. Alors, je pense que ça, c'est un commun dénominateur à tout type d'entrepreneuriat, c'est s'entourer. C'est vraiment s'entourer très tôt, que ce soit dans certains types d'entrepreneuriat plutôt de croissance, comme on dit, s'entourer de bons advisory boards, s'entourer de bonnes personnes qui accompagneront la structuration financière d'une boîte. Et alors là-dessus, il existe beaucoup d'incubateurs, notamment universitaires pour les très les entrepreneurs plus jeunes, mais il y a des réseaux comme Réseau Entreprendre qui sont là très vite et qui mettent ces jeunes entrepreneurs, jeunes dans le sens nouveaux dans le métier, qui les mettent en relation avec des personnes plus expérimentées qui vont vraiment pouvoir les conduire. Donc, vraiment s'accompagner très tôt. Et dans le cadre de plus petits entrepreneuriats, il existe énormément de structures qui aident les entrepreneurs à se lancer. Job Yourself, par exemple, en est une. Il y a des coopératives qui existent en Flandre, en Olenio, à Bruxelles, qui vont vraiment permettre d'accompagner l'entrepreneur dans la création de son business plan. Il y a un truc qui est vraiment problématique en Belgique. C'est un problème un peu partout, mais chez nous, ça l'est certainement. C'est la capacité des entrepreneurs à en fait faire un vrai business plan. Et on n'apprend pas ça. Et alors, il y avait la demande de la gestion de base en Flandre et à Bruxelles qui a été abrogée maintenant. Donc, un entrepreneur peut se lancer sans démontrer qu'il a une capacité à gérer. En Wallonie, elle existe toujours. Alors, elle est débattable parce qu'en fait, cette gestion de base n'était vérifiée de rien. À partir du moment où on avait un bachelor, même en histoire, on était censé pouvoir lire des comptes. Bon, ça n'a aucun intérêt. Oui. Voilà. Donc, c'était certainement pas intéressant. Par contre, il y a un vrai problème de capacité des gens à pouvoir créer un business plan viable, à jongler un petit peu avec les chiffres, à décider de regarder dans leur comptabilité. Et souvent, ils décident de donner ça, de déléguer ça à des comptables qui, en fait, non, c'est pas leur boulot, quoi. Et les comptables vont en général pas accompagner les entrepreneurs dans la mise en place d'un business plan réaliste. Donc, ils vont faire un business plan, entre guillemets, comptable pour la création de l'entreprise. Mais il n'y a pas de réflexion derrière ça pour voir est-ce que ton business tient la route ou pas. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, je pense que il y a plein de tutos qui existent sur Internet sur c'est quoi
comment est-ce qu'on fait un business plan, les bases minimales à obtenir avant de se lancer, quoi. Et ça, à mes yeux, c'est vraiment essentiel. Quand on fait du petit entrepreneuriat, a fortiori, on est moins amené à devoir aller contacter des investisseurs, à devoir aller pitcher dans des invests qui, a fortiori, vont demander, sont des cas oui, ton plan financier, voilà. Ton plan de trésorerie, comment tu fais pour ta TVA, est-ce que ce sera trimestriel, mensuel, voilà. Et tout, c'est ça. Donc ça, je pense que c'est l'essentiel, c'est le bon entourage, quoi. Donc s'entourer, je les sépare peut-être. S'entourer et savoir faire un business plan. Correct. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ce que je vois qui fonctionne très très bien, c'est le pair à pair, le co-développement. L'entrepreneur est de facto seul. Il est seul parce qu'il a lancé son business. Alors oui, il peut de temps en temps avoir un cofondateur, mais c'est quand même la minorité des cas. Et sont des gens qui se voient dans des situations de gestion quotidienne compliquée, quoi, et de situations de pression énormes, avec l'incapacité de pouvoir parler de ça en toute confidentialité à quelqu'un de proche. Et il existe énormément de plateformes maintenant, et ça c'est une très bonne chose, où c'est vraiment de la rencontre d'entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs. Il y a beaucoup de clusters qui existent aussi pour qu'on parle, voilà, qu'ils parlent la même langue, quoi. Les entrepreneurs de la tech vont pouvoir se rencontrer, les entrepreneurs plus classiques vont trouver aussi des espaces de rencontre. Et en fait, ils vont pouvoir échanger sur ce qu'ils vivent, quoi. Et il n'y a pas... voilà, il n'y a pas de meilleur témoignage qu'en fait entendre ce que d'autres vivent. Tu as des exemples de noms de plateformes ou... Alors évidemment, nous, c'est ce qu'on organise chez Beyond, c'est beaucoup ça, ou chez Revival même. Nous, toute la partie co-développement du programme, donc ça, c'est vraiment des entrepreneurs qui s'échangent. C'est 80% de la réussite du ce truc-là. Mais tout ce qui est réseau entreprendre, network undernemen, ce qui est le Vlaanderen, il y a Bessie qui organise ça. Enfin, vraiment, il y a énormément il y a les APM. Il y a beaucoup, beaucoup de réseaux qui existent et franchement, il ne faut pas hésiter à aller... Les Rotary, les choses comme ça aussi. Oui, tout à fait. Okay. Et ça, je pense que... oui, pouvoir sortir de sa solitude et réfléchir et ça fait aussi partie d'un apprentissage de vulnérabilité, quoi. Oui, c'est se montrer vulnérable. Ouais. Et ça, accepter de se montrer vulnérable. Ça, c'est pas toujours facile pour un entrepreneur. C'est pas toujours facile pour personne, d'ailleurs. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui font la différence, ou alors c'est plutôt une question de posture, tu vois? Est-ce que tu te dis... en fait, on a remarqué que, j'en sais rien... ceux qui mesurent pas certaines KPIs, en fait, à chaque fois, ils se plantent. Ou alors évidemment, il y a les autruches, ça c'est clair, ceux qui décident de jamais regarder leur compte, qui puis le comptable fait pas spécialement les signaux nécessaires et ça se plante. Enfin, je veux dire, très comptablement, ouais, voilà, c'est se cacher la vérité. C'est il y a ceux qui sont, ça c'est aussi très intéressant, je trouve, c'est ce qu'on appelle nous les coachables et les non coachables. Et il y a vraiment des entrepreneurs qui viennent et on sait que le gars il va se griller, quoi. Et je dis le gars, et là je fais attention de dire en fait les hommes, parce que souvent les femmes sont beaucoup plus coachables que les hommes. Okay. Beaucoup plus. Alors après, ça vient souvent avec un manque d'assurance. Donc elles se remettent trop en question, mais elles se remettent en question. Ouais. Et c'est très compliqué. Et nous d'ailleurs, on tend à les exclure, quoi, de nos programmes. À partir du moment où tu n'es pas capable de te remettre en question, de pas capable de recevoir du feedback. Et ça, tout l'écosystème le dira, quoi. L'accompagnement, les investisseurs, les clients, les fournisseurs, peu importe, quoi. La personne qui n'est pas capable de recevoir du feedback et de se remettre en question et de se dire, OK, again, là j'ai merdé, ou là il faut que je fasse les choses différemment, il se plante systématiquement.
Et ceux qui se rendent compte justement que ça part à la dérive, entre guillemets, mais qui ne savent pas quoi faire, il y a des portes secourables, enfin il y a des Ouais. vous pouvez les aider par exemple. Oui, on peut... Alors, Ou les orienter vers des structures qui peuvent les aider. Tout à fait. Alors, ça, c'est un vrai challenge supplémentaire, quoi. C'est que l'entrepreneur qui va demander de l'aide, ça va lui demander du temps et du courage. Et donc, ça va pas être naturel pour lui. Donc, s'il le fait, ça veut dire qu'il est déjà loin dans son processus. Et s'il n'a pas la bonne réponse au moment où il entame ce processus, il sort du processus. Et donc, il y a une vraie nécessité à ce que la prise en charge soit juste, efficace et d'une certaine manière entrepreneuriale autour de l'entrepreneur qui demande de l'aide. Et en fait, ce chemin vers ces systèmes, il passe souvent par les centres d'appel des administrations régionales, Vlaio en Flandre, Hub à Bruxelles ou oui, maintenant en Wallonie. Et le problème est que si la personne qui l'a en ligne ne lui donne pas directement, ne comprend pas sa situation, 1. 2, parce qu'il a mal compris ou parce qu'il est mal informé, l'un le dirige vers le mauvais interlocuteur. Si ça se passe, on le perd, quoi. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a un énorme besoin de travailler en réseau, en fait, dans l'écosystème. C'est de s'assurer que la personne qui appelle soit non seulement, dans la majeure partie des cas, on l'espère, prise en charge correctement et redirigée vers la juste structure. Mais si ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait un vrai travail entre les structures pour s'assurer de ce passage de l'entrepreneur. Et donc et ça, c'est très, très... C'est très beau ce qui s'opère, je trouve, en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est beaucoup plus morcelée en termes d'acteurs et qui couvre des problématiques qui ne sont pas couvertes en Flandre, qui sont beaucoup plus tabous, typiquement le suicide, typiquement l'entrepreneur qui a fait faillite. Ces deux problématiques-là ne sont pas couvertes en Flandre, alors qu'elles le sont en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc là, il y a une vraie chaîne de solidarité qui s'opère pour que l'entrepreneur qui rentre, qui vient et qui se dit « je prends mon appel parce que là, en fait, je pense que je ne vais pas passer la nuit ». Il y a des structures comme Impasse dans l'Impasse qui vont l'accompagner. Ça s'appelle comment ? Impasse dans l'Impasse. Impasse dans l'Impasse, ok. Ils vont l'accompagner psychologiquement, mais ils vont vraiment l'amener jusqu'à, dans certains cas, Revival, dans certains autres cas, Reload Yourself. Voilà. Ils le prennent par la main. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est... et on perd trop de gens à l'entrée parce qu'ils ne sont pas capables d'être indiqués et aiguillés correctement. Oui, c'est ça. Mais donc, s'il y a des gens qui veulent être aiguillés, ils doivent faire quoi ? Je dirais, la meilleure des choses, c'est toujours passer par les hubs régionaux, parce que on travaille énormément avec eux et on le sait. C'est un travail, et ils sont top. Hein. Enfin, je veux dire, on écrit, c'est pas facile, mais c'est vraiment des gens qui ont à cœur de faire bien leur boulot. Donc, c'est de passer par là. Et nous, notre boulot, c'est de s'assurer que ils aient toutes les informations pour bien le faire, quoi. Donc, passez par là, mais please, ne démissionnez pas si au premier appel, il n'y a pas directement la réponse. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. Enfin, vraiment, quoi. L'écosystème n'est pas parfait en Belgique, mais il a le mérite d'exister. Il y aura la réponse quelque part pour la personne en recherche, quoi. Ok, donc si on résume, déjà, il faut bien s'entourer très tôt. Donc, regarder les structures qui existent. C'est pas forcément payant. Donc, non, on n'est pas obligé de payer un avocat. Sont gratuites. Voilà. Et à savoir faire un vrai business plan, parce que ça, c'est un peu le b.a.-ba. Et donc, il faut pouvoir savoir... les chiffres, c'est quand même ce qui... Enfin, la trésorerie, c'est ce qui peut tuer une entreprise de plus vite. Donc, il faut savoir le maîtriser.
Le pair à pair, c'est-à-dire ne pas hésiter à se désenclaver et aller voir d'autres, ne fût-ce que pour discuter, dire oui mais attends, moi j'ai cette problématique RH par exemple, je sais pas comment faire. Et puis il y a aussi oser demander de l'aide. Et alors l'accueillir, c'est-à-dire être coachable aussi. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire ok, je vais mettre en œuvre. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot, comme notre temps est compté, quelque chose que tu te dis, allez, un entrepreneur, il faut absolument qu'il entende ce message quand même. Je pense que d'abord qu'ils sont fantastiques. Franchement, il faut qu'ils se le disent. Alors, il y en a qui se le disent sans problème, mais il y en a qui l'oublient. Et vraiment, le travail qu'ils font pour eux, pour leur famille, pour leur communauté, pour leur quartier, pour le monde, dans certains cas, s'ils le font pas, personne ne le fera. Et de plus en plus, on le sent, hein, les politiques se rendent bien compte que l'État n'aura plus la réponse et qu'on est obligé de rentrer dans des partenariats. Et que si on veut pas justement, si on veut rester dans une démocratie où l'entrepreneuriat est collaboratrice et n'est pas décisionnaire finalement de nos directions, il faut qu'ils prennent conscience de tout l'impact qu'ils ont et qu'ils jouent avec, quoi. Et dans le sens, quand je dis jouer avec, c'est pas faire cavalier seul, c'est ils ont l'impact. Assurez-vous de pouvoir développer votre activité pour pouvoir avoir le maximum d'impact autour de vous et travailler avec les politiques. Si vous arrivez à certains niveaux d'importance, et même si vous êtes au niveau d'une PME, énormément, la majorité des gens sont de bonne volonté. Il y a beaucoup d'incompétences, et donc ça veut dire de manque de compétences, où il y a beaucoup de manque d'informations, mais souvent on se rend compte que les gens ont envie d'aider, quel que soit leur rôle, qu'on parle des administrateurs, qu'on parle des hommes ou des femmes politiques, qu'on parle des entrepreneurs. Et donc l'entrepreneur a besoin de rentrer dans cette communication aussi avec les autres pairs, les autres personnes qui font partie de l'écosystème entrepreneurial, pour s'assurer de pouvoir grandir et de faire en sorte qu'ils aient une vraie legacy, quoi. Parce que c'est ça au final, hein, la legacy, c'est ce qu'on laisse. Et ce qu'on laisse derrière soi, c'est pour ça qu'on est venu, non ? Oui. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je te retiens pas plus. Merci à toi. À la limite, on se reverra pour aborder d'autres sujets. Oui, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.